Alors, on va passer, comme annoncé, un peu aux travaux pratiques, en fait, à la réalité de terrain, justement pour une table ronde avec des invités très, très prestigieux sur des actions de terrain qui sont entreprises, des approches et des réflexions sur ces nouveaux modèles. Donc, on a 5 participants à la table ronde. Elisabeth Beau, qui est directrice générale du CHU de Dijon et qui dirige aussi un GHT qui couvre deux départements, donc vraiment un territoire étendu avec des problématiques propres. Pascal Mathis est directeur du groupement hospitalier de Haute-Saône, qui est en charge d'un établissement multisite, qui est un GHT aussi, qui a fait le choix très vite de s'ouvrir sur un ensemble d'acteurs qui n'étaient pas forcément conçus, en tout cas dans l'élaboration des GHT au départ. Donc, une ouverture très rapide, notamment aux acteurs privés, aux acteurs de ville. Docteur Blondet, qui est neurochirurgien à la polyclinique de Val-de-Saône à Mâcon, qui est président de l'URPS de Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous donner aussi sa vision de ces nouvelles approches et des façons peut-être dont on peut travailler ensemble, mais peut-être aussi des obstacles auxquels on fait face aujourd'hui. Docteur Desplan, qui nous vient de la Nièvre, qui est chef du service de diabétologie endocrinologique à Nevers, qui va nous parler justement du développement d'approches intégrées pour la prise en charge de maladies chroniques dans un territoire qui souffre, je pense, qui souffre quand même d'un certain nombre de pénuries médicales. Et enfin, Monsieur le directeur général de l'ARS, vous voudrez bien nous présenter votre vision aussi de ce que peuvent représenter des approches territoriales et populationnelles sur votre territoire. Madame Beau, je vous cède la parole, donc peut-être une courte intervention introductive et après échange et on pourra prendre les questions de la salle. Merci, professeur Malone. D'abord, merci pour cette intervention tout à fait riche et merci pour l'annonce que vous nous faites de ce guide pratique dont nous sommes tous, je pense, demandeurs. Alors, nous avons dû, dans les derniers mois, au cours des 18 derniers mois, construire les projets médicaux partagés de nos GHT. Nous les avons construits autour, en tout cas en ce qui nous concerne, d'une triple approche qui était un petit peu populationnelle, un petit peu organisation des soins, parcours de soins, et un petit peu mode de prise en charge des patients. Dans notre GHT, une approche populationnelle autour des personnes âgées, par exemple, avec des réponses comme comment éviter justement l'arrivée des personnes âgées aux urgences, et bien peut-être en organisant une garde de gériatres à l'échelon du territoire de façon à apporter des réponses adaptées lorsqu'une situation un petit peu compliquée se présente dans un EHPAD ou dans un soin de suite ou à domicile. Deuxième approche, celle qui concerne les parcours. Donc là, on est un petit peu sur des segments de population, par exemple les insuffisants cardiaques, les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Et donc là, nous sommes en train de renforcer les moyens des établissements périphériques, par exemple avec l'hôpital de Semur en créant une fédération médicale interhospitalière qui va être organisée autour de 3 jeunes praticiens partagés entre le CHU et l'établissement de Semur en Auxois. Et nous allons pouvoir, en neurologie, en cardiologie et en pneumologie, offrir une nouvelle offre de soins finalement à la population de Semur, avec 21 lits de médecine existants qui vont se positionner sur ces 3 spécialités, et puis faire fonctionner aussi une unité de soins intensifs. Autre initiative, toujours pour des segments de population autour de parcours, c'est le souhait que nous avons de mettre en œuvre rapidement alors ce que nous appelons des infirmières cliniciennes, mais on peut appeler ça aussi infirmières de pratique avancée, avec autour de ces pathologies, pour l'instant donc l'insuffisance cardiaque, la neurologie, essayer d'avoir des infirmières qui peuvent assurer le suivi des patients, la coordination des soins, l'éducation thérapeutique, de manière longitudinale, avoir un groupe de 100, 150 patients à suivre et devenir pour ces patients la référente de soins et aussi l'intermédiaire avec le médecin spécialiste dont nous manquons cruellement sur nos territoires. Et donc, l'un des enjeux aussi de nos GHT, c'est à la fois de partager cette compétence et aussi de l'économiser. Et puis, troisième approche, c'est celle des prises en charge, comme par exemple les soins de suite, l'organisation des urgences, la médecine intensive. Bon, et donc là, nous avons pris des initiatives comme le Rescue Center, qui va donner aux urgentistes et aux médecins de médecine intensive toute une série d'éléments pratiques de prise en charge des patients.
avec des fiches très commodes, tous les numéros de téléphone à appeler, le rôle de chacun dans la prise en charge d'une urgence vitale, etc. Et puis, nous aurons aussi, par exemple, en ce qui concerne les soins de suite, comment revitaliser des services qui, quelquefois, n'ont que le nom de soins de suite, mais ont de grosses difficultés à se procurer des compétences, par exemple, dans les métiers de la rééducation. Et donc, nous travaillons aussi sur ces sujets-là pour que ces modes de prise en charge, qui sont tout à fait fondamentaux, puissent bien s'étoffer. Alors, je reviendrai peut-être dans un deuxième temps sur les difficultés quand même de tout ça, parce qu'on nous demande d'évoluer, de bouger, et on est tout à fait prêt à le faire, mais les rigidités sont innombrables et elles sont extrêmement fortes. Et les marges de liberté des établissements pour avancer sont, de mon point de vue, beaucoup trop faibles. Donc si vous me redonnez la parole tout à l'heure, je développerai ce deuxième point. Je vous remercie. Effectivement, ça, c'est un aspect, je pense, sur lequel on pourrait revenir, c'est-à-dire quels seraient les obstacles si on voulait avancer, qu'est-ce qu'il faudrait lever comme barrière pour vraiment pouvoir aller de l'avant. Monsieur Mathis, en Haute-Saône, donc vous avez un modèle de GHT assez innovant qui a fait le choix de s'ouvrir très rapidement. Innovant, je ne sais pas. En tout cas, c'est une expérience intéressante que nous menons. Un petit point d'histoire. Le groupe hospitalier s'est constitué grâce à des fusions successives qui ont permis la création de ce groupe récemment, donc le 1er janvier 2016, et permettant donc d'avoir dans une unité de gestion 3 sites hospitaliers et 11 EHPAD. À partir de ce moment-là, on peut estimer que sur le département de la Haute-Saône, les principales opérations de restructuration hospitalière ont été mises en œuvre, voire abouties, de par la construction d'un plateau technique unique desservant à peu près les 3/4 de la population, 170 000 habitants environ, sur ce département, avec Vesoul, qui est équidistant de 50 km de Besançon et de 50 km de Belfort-Montbéliard. D'autant plus que le groupe hospitalier, historiquement, avait aussi développé des coopérations très fortes avec le CHU, allant jusqu'à la création de fédérations médicales interhospitalières, de postes partagés, d'adhésion à des réseaux, à des GCS, qui fonctionnent aujourd'hui très bien et qui sont tout à fait soutenus de part et d'autre. Donc, comme au moment où est venue la réflexion sur les GHT, nous sortions de cette phase intense de fusion. Et effectivement, ça nous a obligés à aborder le sujet différemment, puisque le GHT a été constitué du groupe hospitalier et de 2 EHPAD. Autrement, on n'aurait même pas été GHT, on serait resté un peu tout seul, ce qui aurait été dommage. Et compte tenu de la configuration du territoire, eh bien, on s'est dit qu'il était intéressant de travailler avec nos établissements privés, qui sont nombreux, puisque l'un, dont le siège est à une quinzaine de kilomètres, couvre l'ensemble des activités de psychiatrie, même si c'est un établissement associatif, sur la Haute-Saône et le territoire de Belfort-Montbéliard. Nous avons une clinique qui a quelques centaines de mètres de l'hôpital, un centre de rééducation fonctionnelle, une HAD mutualiste dont le siège est à Besançon, et puis tous les organismes de formation relèvent de la Croix-Rouge, même s'ils sont implantés à Vesoul. Donc beaucoup de structures non publiques, pour autant pas nécessairement totalement privées, mais qui étaient écartées d'emblée de la configuration initiale des GHT. Et donc le principe que nous avons retenu, c'est que ces établissements fassent partie intégrante de la gouvernance du GHT, siègent au COSTRAT, aux différentes instances, collège médical, paramédical, etc. Cette dynamique, elle est hyper intéressante. Elle a coïncidé aussi avec la création du Conseil territorial de santé, qui est un outil de démographie sanitaire, mais qui présente l'avantage d'étendre la réflexion au monde associatif, au monde du maintien à domicile, au monde libéral, aux élus.
Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir assurer la présidence de ce CTS et de mettre en place également une organisation assez soutenue avec des réunions très régulières et en présence notamment également de la délégation territoriale de l'ARS. Et puis on a réfléchi aussi, c'était toujours au même moment, donc cette période 2016-2017 relativement riche, un projet de constitution d'une plateforme territoriale, une PTA, qui permette là aussi d'aller un peu plus loin par rapport à ce qui existait dans notre établissement d'orientation, de parcours de patients à partir des professionnels, puisque la RESPA était présente dans nos locaux et déjà préparait des parcours pour les médecins libéraux. Donc cette assise a permis surtout de travailler en confiance et en proximité, en dépassant effectivement les frontières classiques des établissements publics et de toucher le monde de la santé, les professionnels, les usagers et les élus, puisque je reste toujours persuadé que rien ne peut se faire si les élus n'adhèrent pas aux dispositifs qui sont mis en place. Donc ça a favorisé effectivement l'élaboration du projet médical partagé de soins, puisqu'en fait on a fait un projet unique médical et projet de soins, mais surtout de faire en sorte que ce projet soit soutenu à la fois par le GHT, mais également par la conférence, par le Conseil territorial de santé, et nous permettent aussi d'avoir une approche partagée sur la préparation du PRS, qui fait que, en fait, c'est le Conseil territorial qui un peu l'interlocuteur, on va dire ça comme ça, sur les propositions que l'on peut faire au niveau de notre territoire sur ce PRS. Alors après, l'approche populationnelle que vous avez présentée est très intéressante pour nous, parce que c'est un peu le modèle vers lequel on essaye de s'orienter. C'est de dire qu'un projet de santé, au-delà d'un GHT, au-delà d'un territoire, ou de toute organisation, c'est un projet qui doit s'appuyer fortement sur les besoins de premier recours. Premier recours, puisque ensuite l'accès à un établissement de référence, il n'y a pas de trop de soucis dans notre département, il n'y en a qu'un seul. Et puis ensuite, on a plutôt bien organisé les relations et les filières entre l'établissement de référence et l'établissement de recours. Donc quand le patient, j'allais dire, est dans une filière, il ne va pas nous échapper en tout cas, et il va pouvoir suivre un parcours relativement cohérent. Mais la difficulté, effectivement, c'est comment rentrer dans le système de santé avec de grandes difficultés sur notre département. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il nous faut travailler. Et comment on travaille sur ce sujet aujourd'hui ? Comme nous avons la chance d'avoir la quasi-totalité des EHPAD dans notre GHT, puis des autres structures, également on a aussi des partenaires type ADMR, ADAPI, Eliade, qui sont très proches de nous. Et c'est de dire, effectivement, utilisons tout ce qui existe comme point d'appui dans un territoire pour voir si les structures peuvent, à un moment donné, participer au parcours de soins. Je m'explique. Par exemple, on a décidé de mettre en place des consultations gériatriques dans les EHPAD. Parce que parfois, il y a des EHPAD qui ont des compétences, qui ont un médecin qui s'est bien investi, ou alors on prend un médecin à distance qui est à Vesoul, à Lure ou à Luxeuil, qui va se déplacer dans un EHPAD. Mais on sait que quand on est dans un EHPAD, on n'est plus trop loin d'une population. Si on est dans l'hôpital, on est déjà un peu plus loin. Donc c'est effectivement de faire un bilan de ce qui existe et puis ce qui permet, quand il y a des appels à projets, type télémédecine, ce que nous avons fait, de dire que voilà, tous les opérateurs qui sont prêts à participer à un dispositif spécifique de télédermatologie, de télégériatrie. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à mobiliser les professionnels qui veulent s'investir
et puis à avoir des réponses structurées, cohérentes et non pas en ordre dispersé. On a travaillé sur des déploiements également de maisons de santé. On pourrait dire que ce n'est pas notre mission, mais ça nous paraît fondamental d'avoir des maisons de santé et parfois d'y avoir des médecins spécialistes ou des sages-femmes de l'hôpital qui viennent y exercer. Nous portons un projet de pôle de santé à Lure en créant une maison de santé et un centre de santé, donc qui montre qu'il y a ce besoin effectivement de ne pas reconstruire à l'infini des choses qu'on ne pourra pas de toute façon gérer, mais de dire qu'il faut être présent. Il y a cette présence qui est indispensable et qui permet justement peut-être à des professionnels de travailler différemment et de travailler en plus grande sécurité et de saisir les opportunités qu'on peut leur donner pour justement s'installer en exercice groupé. Et à partir de là, si on arrive à porter un projet qui multiplie ces implantations, après la filière, les parcours, là c'est affaire de professionnels, de réseaux, d'acteurs qui vont effectivement davantage s'investir sur les sujets, mais l'essentiel du travail, il est fait. Juste un point, et je terminerai là-dessus, système d'information. Notre dossier patient informatisé au groupe hospitalier, il intègre déjà 200 000 personnes, donc la quasi-totalité de la population en Haute-Saône, à un moment donné, est passée par l'hôpital. Alors peut-être pour un petit bobo, etc., mais peu importe, ça nous fait une base d'information qui est extraordinaire, puisque à partir de là, et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler également sur le déploiement de la plateforme ITIX, c'était de dire peut-être que là on a une base qui est relativement intéressante avec laquelle on pourrait déployer cette perspective de plateforme de santé intéressant à la fois les professionnels mais également les usagers. Donc voilà un peu le sens qu'on a voulu donner à cette évolution organisationnelle et territoriale. Le résultat, quelques mois après, c'est qu'on sent une adhésion, d'une part, et toutes les composantes sont présentes. Et maintenant, on verra comment on peut avancer dans nos projets. Je vous remercie, Dr Blondet, président de l'URPS de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous voyez un horizon, vous voyez des transformations quand même assez rapides et assez massives, en tout cas dans l'approche de l'hôpital. Alors, quel serait le point de vue de la médecine de ville, des médecins libéraux par rapport à tout ce qui se passe? Et comment est-ce que vous voyez aussi l'avenir dans ces nouvelles approches? Alors déjà, j'adresse tous mes remerciements au nom de l'URPS à la Fédération hospitalière de France pour son invitation et notamment à Denis Welzer, puisqu'on échange régulièrement sur ces sujets passionnants. Je note une approche qui est quand même très structurelle, c'est-à-dire que c'est un établissement dans son territoire et finalement la population est relativement éloignée, en tout cas dans l'expression de l'approche, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de considération pour cette population. Moi, j'aurais une approche qui est un peu différente parce que je représente la médecine libérale. C'est la médecine de premier recours, mais c'est aussi une médecine de deuxième recours en établissement ou en ville, avec des difficultés prégnantes sur le plan démographique, mais qui ne touchent pas que la médecine libérale, puisqu'il y a aussi des enjeux d'attractivité et de démographie à l'hôpital, autant que je sache en tout cas. L'approche qu'on va avoir, d'abord, c'est de constater qu'on a une région qui est extrêmement hétérogène dans la répartition de sa population et dans la typologie de sa population, entre les centres urbains, voire métropolitains, Besançon, Dijon, et des centres, si on prend la Saône-et-Loire par exemple, parce que c'est le département d'où je viens, mais c'est vrai aussi dans d'autres départements, pratiquement pour ainsi dire pas de villes, ou des petites à moyennes villes, Châlons, Mâcon, Autun, et puis par contre tout un maillage de petits villages, on va dire de 1000, 2000 habitants tous les 10 km, et là il y a un véritable ressenti du service de santé par ces populations-là, de dégradation, simplement parce qu'ils voient partir leur médecin à la retraite, que l'officine va fermer, que le kinésithérapeute a à peu près le même âge que le médecin et donc va partir peu ou prou rapidement derrière. Et donc il y a ce ressenti de la population et donc une véritable inquiétude
qui se manifeste. La deuxième inquiétude qui se manifeste dans la population, c'est d'entendre en permanence parler de chirurgie ambulatoire où on vous opère, mais le soir vous êtes chez vous, mais je fais comment quand j'ai plus de médecins traitants, que j'ai plus de kinés, plus d'infirmiers? Et là, je crois que c'est ce qui a été aussi un petit peu évoqué dans les discours de ce matin. On est dans l'aménagement du territoire parce que pour qu'il y ait des infirmiers, des kinés, des médecins, des officines, il faut qu'il y ait l'environnement social, économique qui va avec. Et donc, on doit être attaché à l'évolution de la démographie de la population générale, de ses besoins. Ça, c'est un des axes de nos réflexions. Le deuxième axe de réflexion, c'est qu'est-ce qu'un territoire? Alors moi, je suis effectivement, vous l'avez dit, je suis d'une spécialité, j'allais dire, régionale, supradépartementale, quoique je ne fais plus de chirurgie crânienne pour des raisons réglementaires. Mais si on prend simplement l'offre chirurgicale rachidienne, c'est une offre chirurgicale qui, sur nos territoires, est relativement rare, en sortie des grands centres. On ne peut pas considérer le territoire d'une population ayant besoin d'une prise en charge rachidienne spécialisée, qu'elle soit chirurgicale ou pas, de la même façon que le recours aux dermatologues ou aux gériatres, etc. Donc là, on a une notion de territorialité par rapport aux besoins de soins qui commence déjà à changer de périmètre, ou en tout cas de granulométrie territoriale. Et c'est peut-être une délimitation que je vois, moi, ou en tout cas une difficulté qu'il va falloir qu'on aborde ensemble sur un découpage des territoires, peut-être qu'ils ont été donnés de manière un peu administrative au groupement hospitalier de territoire, et l'offre de soins requise par la population du dit territoire. Ça, c'est le deuxième axe de réflexion. Le troisième axe de réflexion, c'est quelles sont les habitudes de nos populations, de nos patients, mais aussi de leurs accompagnants par rapport au recours de soins. Et là, on s'aperçoit qu'on peut bien mettre, il y a eu une approche très territorialisée sur un découpage administratif, mais on s'aperçoit qu'un patient ne respecte pas les frontières qu'on a sur les cartes. Donc ça, c'est une réalité, et qu'à partir de là, il y a des habitudes, et ce n'est pas parce qu'on habite un canton et qu'il y a un médecin généraliste dans le canton qu'on restera fidèle à ce médecin généraliste. En général, on reste fidèle au médecin de la famille et au médecin de famille, ce qui est d'ailleurs la notion québécoise du médecin généraliste de premier recours, alors que nous, on restait sur l'omnipraticien. Donc ça, ce sont des habitudes, en tout cas des constats que l'on fait. Bon, il y en a plusieurs autres. Alors, on est rentré dans une réflexion qui est de dire... alors il y a un quatrième aspect qui est l'aspect conventionnel, là, qui est propre aux médecins libéraux, d'aide à l'installation, en tout cas de la promotion de l'installation et de l'attractivité des territoires, qui sont des mesures liées à la convention médicale, basées sur un zonage qui ne fait référence qu'au premier recours médecin, donc au médecin généraliste, mais sans mention sur le zonage des spécialistes, je viens de l'évoquer, ou des paramédicaux. Et donc là, c'est aussi des enjeux en termes d'aménagement du territoire, et en tout cas d'optimisation de l'offre de soins. La réflexion qu'on a actuellement, c'est l'exercice coordonné qui est la clé, vous le savez, c'est au centre de toutes nos préoccupations. Cet exercice coordonné, il est porté avec, j'allais dire, une tête de gondole qui est la maison de santé pluridisciplinaire. Mais pour toutes les raisons démographiques que je vous ai exposées, la maison de santé pluridisciplinaire est souvent perçue par les professionnels comme un regroupement de professionnels géographiques, donc un élargissement du maillage de l'offre de soins. Ce qui peut, sur certains territoires très ruraux, devenir un frein à un recours ambulatoire, notamment si on prend le parcours de la prise en charge chirurgicale en conditions ambulatoires. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de médecins sont installés, ont la cinquantaine, mais sont dans le médecin de leur père, voire de leur grand-père, et ne sont pas prêts à quitter le cabinet comme ça, même s'ils sont déjà dans une logique de travail coordonné avec les paramédicaux, les kinés, etc. Donc il y a d'autres formes d'exercice coordonné du premier recours autour du patient, et autour de la patientèle de premier recours, qui sont les équipes de soins primaires, qui sont maintenant définies par la loi de modernisation du système de santé, et qui méritent une réflexion pour sortir d'un cadre parfois trop contraint sur le plan réglementaire et législatif, et parfois le modèle du contrat de la CISA pour la maison de santé pluridisciplinaire peut ne pas répondre à tous les enjeux de structuration juridique d'un exercice coordonné de premier recours. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réflexion de coordination avec le deuxième recours. Et là, c'est ce qui a été défini comme la communauté professionnelle de territoire de santé, qui va mettre en œuvre, de manière assez caricaturale, on va dire les parcours, on l'a évoqué, et tous les intervenants évoquent cette logique de parcours. On a une réflexion qui est une relative crainte. Quand on entend parler de parcours, on entend tout de suite parler de la patiente, des patients de plus de 75 ans au risque de perte d'autonomie ou de la pathologie chronique complexe. Ce sont des vrais enjeux épidémiologiques. Mais il y a un autre enjeu qui est aussi économique et qui fait la une en ce moment, c'est le lombalgique. C'est le sujet actif.
Et un lombalgique qui est en arrêt de travail, le fait d'avoir à faire son parcours, etc., on se retrouve parfois sur des arrêts de travail de 3 mois, simplement pour une lombalgie banale aiguë, mais les délais d'accès aux soins fait qu'on rentre dans une phase de chronicisation, de rupture avec le monde du travail, et donc ensuite d'une certaine difficulté parfois à revenir dans une solution active, même si la pathologie l'autorisait dès le départ. Et donc là, je crois qu'on a aussi une vraie responsabilité qui est populationnelle, qui est vis-à-vis de la population active, qui est aussi vis-à-vis de l'assurance maladie et de la collectivité, à réfléchir sur comment optimiser ces parcours-là. Donc je ne m'étendrai pas plus, on pourra y revenir, mais voilà un petit peu les travaux, les réflexions qu'on mène. On est en train de mener des travaux cartographiques, justement. On l'avait fait pour les enjeux démographiques chez le médecin généraliste en Bourgogne. Ça a été étendu sur le territoire de Franche-Comté. On vient de le faire, on est en train de le finaliser pour les médecins de deuxième recours et les spécialités. Et on rentre aussi dans une étude de la même façon des recours et de la cartographie des modes de recours, non plus par spécialité, mais par acte, parce que lorsque, par exemple, si on prend l'orthopédie, on va avoir une certaine cartographie, mais si vous considérez, par exemple, la chirurgie de l'épaule, vous n'aurez pas les mêmes cartographies de recours que si vous prenez la prothèse totale de genou, et pourtant, ce sont des actes qui sont soit marqueurs, soit candidats à être transmis en ambulatoire. Et l'intérêt, c'est de comparer ces cartographies avec l'offre de soins telle qu'elle existe et son évolution, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci, docteur. Et enfin, docteur Desplantes, donc, vous êtes chef du service de diabétologie, endocrinologie au centre hospitalier de Nevers, très engagé dans des réseaux de prévention et de prise en charge de patients chroniques de diabète, en fait. Donc, peut-être, vous pouvez nous dire un mot, comment vous êtes organisé dans un territoire, justement, qui souffre beaucoup de pénurie, qui n'est pas toujours facile. Je crois que vous avez des diapos pour nous aussi.